Bonjour, bienvenue Madame, Mademoiselle, Monsieur. Une émission entièrement consacrée à la chirologie aujourd'hui dans cette saison estivale. Préparez vos papiers, crayons ou même enregistrez l'émission puisqu'il s'agit d'un véritable cours de chirologie avec Monsieur Jean de Bonny de Lavergne. Jean de Bonny de Lavergne, vous êtes psychologue et vous êtes maintenant un spécialiste des lignes de la main. Qu'est-ce qui vous a amené à faire autre chose que de la chiromancie avec les signes dans la main? Je vais vous répondre tout simplement que on ne peut pas devenir chiromancien, on est chiromancien. Car la chiromancie, c'est de la voyance dans la main. Car le mot mancie veut dire divinatoire, donc chiromancie, ça veut dire voyance à travers la main. Donc si je prends votre main et que je suis voyant, je me branche sur vous comme on peut se brancher sur la prise de courant. Et on est voyant de naissance, on ne devient pas voyant. Par conséquent, on est chiromancien de naissance. Je ne pouvais pas devenir chiromancien, je pouvais devenir chirologue. Alors le déclic, c'est simplement que j'ai été cancre et j'ai fait 2 secondes et 4 terminales, ce qui ici correspondrait à 2 cinquièmes secondaires et 2 fins de cégep. Et 4 fins de cégep. Donc j'ai fini par passer l'examen qui entrera à l'université à 22 ans au lieu de 18. C'était un peu tard pour faire une école d'ingénieur. Et mes parents, mon père qui est ingénieur voulait que je sois ingénieur. Et donc il m'avait fait passer des tests à droite, à gauche avec des psychologues. Et chaque fois on disait mais oui, il est astucieux, on ne comprend pas pourquoi il loupe ses examens. Et j'en ai eu marre. Et je me suis dit il faut que je puisse savoir de quoi je suis capable. Et je suis rentré dans une librairie, fait du hasard avec un grand H, et j'ai ouvert un livre sur la main, et j'ai lu cette phrase de la Bible: Dieu inscrivit des sceaux et des signes dans les mains des fils des hommes pour qu'ils puissent connaître leurs tâches. Pour ceux qui veulent les références, c'est livre de Job, chapitre 37, verset 7. C'est pas toujours écrit de cette façon-là, il y a plusieurs traductions. Et ça a été une sorte de déclic. Je me suis dit, tiens, c'est extraordinaire. C'est pas la phrase qu'on entend le plus souvent. Loin de là. Et donc, comme j'avais été dans une école religieuse, je me suis dit, si on nous cache ça, c'est que c'est intéressant. Et mon esprit frondeur, donc, a voulu connaître. Et j'ai lu ce livre, je l'ai acheté, donc je l'ai lu. Et je me suis dit, mais ça suffit pas, il faut que j'en sache plus. Alors j'en ai acheté un deuxième, puis le deuxième disait le contraire du premier. Et puis un troisième, puis c'était encore une troisième théorie. Alors j'ai essayé de comprendre, et l'explication était toute simple, ces livres étaient des livres de chiromancie, et non pas des livres de chirologie. Donc écrits par des gens qui ont la science infuse, et non pas la science tout court. Vous croyez que ça existe, ces gens qui ont des pouvoirs infus? Oui, tout à fait. La voyance est un don aussi, pour moi, banal que le sens des affaires ou l'oreille musicale. Essayez d'expliquer le sens des affaires scientifiquement. Vous êtes encore là après l'an 2000. Il n'y a pas de problème. Donc il y a des dons qu'on ne peut pas expliquer, on peut simplement constater. Et la voyance en fait partie. Quand on me révèle mon passé, mon présent, mon futur, je ne suis pas là émerveillé. Je dis simplement que la voyance est un voyage dans le temps et dans l'espace. Et qu'un voyant, comme je vous l'ai dit, se branche sur vous, quels que soient les moyens. Simplement, il a une télévision dans la tête et il voit votre vie. Vous en avez rencontré des gens qui étaient vraiment qualifiés? Oui, oui, oui. Il y en a ici, et il y en a en... Enfin, quand je dis ici, ça veut dire au Québec, et il y en a en France. Seulement, comme c'est un métier ou une activité où on dit des choses sur l'avenir, on ne peut vérifier qu'après. C'est pour ça qu'il y a autant de place pour les charlatans. Donc ma croisade, elle est contre la voyance, pas contre les voyants, mais contre la voyance en tant que telle. Le commerce de la voyance. Voilà, ça ne devrait pas être un métier. C'est ça. Et tout simplement parce que la voyance, c'est quelque chose, c'est un peu comme la santé. Il y a des jours où vous êtes en forme, il y a des jours où vous n'êtes pas en forme. Bon, et quand vous donnez un rendez-vous, vous ne pouvez pas savoir si le jour où vous donnerez rendez-vous, vous serez en forme pour livrer votre message. Mais à la limite, même si vous êtes en forme, si vous dites des choses justes à la personne, elle va avoir envie de revenir. Et donc la voyance va devenir une drogue. Et c'est contre ça que je me bats, car je veux que les gens soient responsables. Et si j'avais une phrase choc à dire, je dirais, il est plus important de savoir ce que l'on peut faire que de savoir ce que l'on va faire. Vous comprenez, cette différence est importante. L'évaluation des moyens est beaucoup plus importante philosophiquement à mes yeux que de savoir quel est le but, savoir comment on va réussir.
Dans une certaine école d'ésotérisme, on dit que l'enfer est pavé de gens, non pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils auraient pu faire ou dû faire. Oui, pavé de bonnes intentions. Exactement, dans le fond, c'est ça. Mais alors, quelle différence vous faites entre la chirologie et la chiromancie? Alors au niveau technique, outre le fait que, en fait, en chiromancie, on s'intéresse surtout aux lignes, en fait, la différence vient des détails auxquels on accorde de l'importance. En chiromancie, donc, on s'intéresse qu'aux lignes, c'est pour ça qu'on dit toujours les lignes de la main. Bon, c'est un terme générique. Tout simplement, quand un voyant vous dit « il va vous arriver ça », vous dites « ah bon? Ah oui, c'est marqué là ». Il n'y a rien de marqué, ça fait rien. C'est pour crédibiliser le discours. Alors qu'en chirologie, les lignes correspondent seulement à 30% du diagnostic. Ce qui vient avant, ce sont la couleur, la chaleur, l'humidité, l'élasticité, l'épaisseur de la peau, la forme des ongles, la longueur des doigts, etc. Et surtout, des empreintes digitales. C'est ça la nouveauté. C'est que ces empreintes digitales qui font de vous quelqu'un d'unique, elles sont révélatrices d'un tempérament. Elles correspondent aux 4 tempéraments dont je vais parler tout à l'heure: bilieux, nerveux, sanguin, lymphatique. Et il y a des familles, même s'il n'y a pas 2 empreintes pareilles, il y a des familles d'empreintes. Donc on va pouvoir classer les empreintes par rapport au tempérament et voir si ça corrobore bien le diagnostic. Dans tout ce qu'on va aborder cet après-midi, il y a beaucoup d'éléments conformes, mais il y a toujours des moutons noirs, là, des éléments exceptionnels. J'aimerais plutôt tout de suite les éliminer de notre discours pour parler toujours des généralités. Mais dans les cas exceptionnels, est-ce que, premièrement, les lignes de la main, les empreintes se modifient au cours de l'existence d'une personne? Alors quand on emploie le mot empreinte, il faut distinguer les empreintes digitales, qui elles n'évoluent pas, et quand je emploie le mot empreinte tout court, c'est l'empreinte de la main. Et dans la main, les lignes évoluent. Car justement, il y a en vous une partie immuable, et il y a en vous une partie évolutive. Et cette partie évolutive est révélée par l'évolution des lignes. Donc, il faut bien distinguer, et c'est pour ça que c'est intéressant dans la main, le distinguo entre ce qui est immuable et ce qui bouge, ce qui évolue, est plus net que dans le visage, par exemple. Une autre question exceptionnelle, celui qui se brûle la main, qui, dans la tendre enfance, a eu un accident, est-ce que les lignes qui réapparaîtront, les empreintes qui réapparaîtront ne seront pas des fausses lignes? On pourra encore s'y fier ou on pourra dire... Ben alors là, ça dépend du degré de brûlure, hein. Il y a plusieurs degrés. Cela dit, si la peau peut repousser, comme les dessins de la main font partie du code génétique, ça va être exactement les mêmes dessins. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc sauf cicatrice ou brûlure très profonde, c'est exactement le dessin, il n'y a aucun problème. c'est donc dans notre code génétique que nous portons déjà les empreintes qui seront laissées sur la surface de la main. D'où l'importance du déterminisme. Des générations et des générations de psychologues se sont battus pour dire non, c'est l'acquis qui est plus important, non, c'est l'inné qui est plus important. Ce soir, je vais faire ou cet après-midi, je vais faire le point justement sur cet inné et cet acquis, parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas d'un côté l'inné, c'est pas d'un côté l'acquis, ça s'entremêle. Et en plus, je fais moi-même un distinguo entre le génétique et l'inné. Donc vous verrez que ça prend une dimension bien au-delà. Quand vous parlez de l'inné et du génétique, le génétique, c'est de père en fils. Oui. Et l'inné, ce serait la partie spirituelle, l'âme, la partie individuelle de chaque être qui s'incarne. Parce que vous savez, la fameuse théorie de la réincarnation, est-ce qu'on pourrait réussir presque à la prouver en faisant de la chirologie, que la réincarnation est une réalité, parce qu'on suivrait de... Mais je pense qu'on ne peut pas prouver que la réincarnation est une réalité par la main, bien que ce soit mon opinion, hein. De toute façon, je suis tout à fait réincarnationniste, il n'y a aucun problème. Mais la main étant génétique, elle ne révèle que ce qui est génétique. Et comme l'âme n'est pas génétique, la main ne révèle pas l'âme. C'est pour ça que, au début de mon exposé, je serai obligé de dire, voilà, telles sont les limites de la chirologie. On peut aller jusque-là et pas au-delà. La main ne révèle pas l'âme. Du tout. Du tout. Mais l'âme laisse des traces dans la main. Au même titre que si vous marchez dans la neige, vous laissez des traces de pas, même si vous n'êtes pas là. Eh bien, on voit les traces de pas, on ne sait pas qui est passé. Eh bien, l'âme va faire évoluer la main, et on verra
les effets, mais pas les causes. Voilà l'importance. Est-ce qu'on peut se poser la question, dans les races, les formes de main sont très différentes, que ce soit orientales, négroïdes ou hyperboréennes ou boréennes. Est-ce que la forme de la main appliquée à la race correspond à, je sais trop, là, un degré d'évolution ou à... Je ne crois pas qu'il faille parler de degré d'évolution. Simplement, les races ne sont pas comparables, elles sont complémentaires. C'est comme si on opposait les germaniques et les latins. Les latins apportent tout le côté artistique, le côté humour, le côté rêveur. Les germains apportent le côté rigueur. Eh bien, il ne faut pas les opposer, c'est comme si on opposait les hommes et les femmes. Mais si tout cela est manifesté dans le code génétique, croyez-vous qu'à l'origine, il y a un point central à l'humanité, où plus vous fouillez dans les différentes origines raciales, vous découvrirez qu'il y a plutôt divergence et qu'il y a eu des origines à l'humanité? Là, c'est un domaine qui me dépasse. Mais je vous dirais que ce qui distingue les races, c'est surtout le pourcentage des tempéraments qui les composent. Et on s'en aperçoit très bien par rapport aux empreintes digitales que l'on va retrouver dans différentes races. Par exemple, on va trouver dans les races qui sont plutôt vers la Russie, plutôt des tourbillons, ça j'en parlerai. Bon, chez les latins, on va plutôt trouver des arcs. Donc tout ça, j'en reparlerai visuellement, c'est très important. Et également la même chose pour les groupes sanguins. On se rend compte que plus on va vers l'Est, en Europe, plus le groupe sanguin B est présent. Bon, le pourcentage du groupe sanguin dans une population détermine son comportement. Plus on va vers l'Ouest, plus le groupe sanguin O est présent. Et si on arrive en Amérique, ça dépasse les 60%. Or tout ça est très simple. Simplement, le groupe sanguin O, c'est le groupe qui a le plus le goût du risque. Donc l'Amérique ne pouvait être conquise que par des gens qui avaient le goût du risque et le goût de l'exploration. Et si en France, vous n'avez que 40% de O, et ici en Amérique, plus de 60%, c'est simplement parce que ce déterminisme de goût du risque faisait que ceux qui avaient ce groupe sanguin-là sont allés en Amérique. Et vous avez beaucoup moins de A et de B ici qu'en Europe, parce que les A et les B sont conservateurs. Donc ils ne pouvaient pas partir à l'aventure. Et de même, on va trouver ici en Amérique beaucoup plus de sanguins, qui sont justement les gens qui ont le goût de l'improvisation, et en France, vous allez trouver plus de nerveux. Et tout ça explique, par exemple, au niveau de la publicité, que les Américains sont beaucoup plus marketing, beaucoup plus commerciaux, et moins créatifs dans le sens artiste, et que les Européens font des pubs formidables au point de vue de l'art, et d'un point de vue marketing, c'est zéro. Simplement, ça montre bien que le pourcentage du déterminisme génétique va favoriser une forme d'expression. Vous voyez ? En Europe, ils ont la Mona Lisa au Louvre. Oui. Et c'est très beau, artistiquement. Nous, on en fait vendre des tablettes de chocolat. Alors, c'est pour vous dire. Voilà, Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de Mona Lisa, Léonard de Vinci était ambidextre, et il dessinait de la main gauche et peignait de la main droite. C'est ce qui explique qu'il ait eu tant de facilité à écrire à l'envers. Vous savez que tous ces secrets étaient écrits à l'envers, et les gens qui sont ambidextres peuvent écrire en miroir, c'est-à-dire à l'envers de la main gauche. Donc vous voyez l'importance aussi de l'histoire de la main gauche, de la main droite, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Est-il exact qu'une personne, lorsqu'elle décède, ses mains deviennent lisses comme une peau de tambour quelques heures après la mort? C'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est une idée fausse. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier dans une morgue ou ailleurs. On y va ce soir, là, si vous voulez. Avez-vous peur des morts? Du tout. Mais je pense que c'est une idée fausse. La mort fixe les lignes, elle ne les efface pas. Elle les fixe. Alors il n'est pas impossible qu'à l'approche de la mort, comme on fait, je dirais, le point sur sa vie, qu'on simplifie les données et que la main se simplifie, que les lignes superficielles disparaissent et qu'il ne reste que les principales. Avant d'aller trop loin dans ce domaine-là, c'est que j'ai déjà reçu quelqu'un qui travaillait avec les morts. Oui. Et qui a confirmé que 6 heures après la mort, il n'y a plus de lignes dans les mains. Eh ça devient lisse comme une peau de tambour ou presque. Eh ben, je serais ravi de savoir tout ça. D'aller serrer la main à un mort.
En tout cas, de rencontrer ce monsieur et de comprendre. Dans tous les centres funéraires, c'est peut-être aussi des raisons parce qu'ils enlèvent le sang. Là, il y a peut-être d'autres choses, là, je sais trop. Bon. Alors, on va presque avoir un cours aujourd'hui, mais avez-vous écrit un livre? Je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera Voyage au creux de la main, qui est une initiation à la nouvelle chirologie. Quand je dis la nouvelle chirologie, c'est-à-dire avec un sens pédagogique, c'est-à-dire en hiérarchisant les choses et en ne mettant pas ce qui est moins important avant que ce qui est plus important. Si vous ouvrez un livre de chiromancie, c'est un dictionnaire. On vous dit telle ligne veut dire ça, telle ligne veut dire ça, telle ligne veut dire ça. Vous arrivez à la dernière page, vous n'avez rien retenu, parce qu'il n'y a pas de logique. C'est à chaque fois anecdotique et en plus très discutable. Donc mon livre va faire le point sur ça, et ça sera à la fois la vision philosophique des choses, à la fois la vision technique, et puis des exemples célèbres de personnalités françaises. Et puis j'ai aussi pris les mains de Gilles Vigneault récemment, donc je pourrais en parler également. Donc, probablement, vous avez déjà été approché par des gens qui voulaient vous mettre à l'épreuve en disant, bon, voici dans le trou ici, là, de la page, là, il va apparaître une main. Pouvez-vous définir qui ou quel genre de personnage est caché derrière le tableau? Est-ce que votre technique est à ce point scientifique que vous pourriez détecter quel genre d'individu il y a de l'autre côté? Simplement voir sa main. Oui, il n'y a pas besoin de voir son visage. La main elle parle d'elle-même. Parce que vous savez qu'un des plus anciens signes sur la planète Terre, c'est ça. Et les gens qui se disent avoir rencontré des extraterrestres disent que c'est leur signe de rencontre, de rendez-vous. Ce n'est pas une poignée de main, ça c'est une insulte qu'on fait d'aller toucher l'autre sans avoir commencé par découvrir qui il était. Mais vous, rien qu'à regarder de main, vous savez qui c'est. Oui. Ah, je finis. Alors... Vous me livrez un livre. Oui, quand vous me montrez votre main, vous me livrez un livre. Moi, j'ai le code pour le décrypter, peut-être pas vous. Donc, il faut que chacun d'entre vous, quand vous regardez une main, ou même quand vous serrez, je ne pense pas que c'est une insulte de serrer une main. Vous savez, au début, au Moyen-Âge, les gens étaient quelquefois un peu sur leur garde. Et tendre sa main, c'était montrer qu'on n'avait pas une arme. Et puis après ça, on a serré les mains. Bon. Et je pense qu'en Occident, on a la chance de serrer la main de l'autre, donc de comprendre sa différence. Quand vous serrez une main qui est humide, ou une main qui est chaude, ou une main qui est sèche, ou une main qui est froide, sachez que c'est une chance que la vie vous donne de pouvoir percevoir la différence de l'autre et comprendre que si vous serrez une main qui est chaude et humide, c'est un sanguin et qu'il faut parler à son cœur et pas à sa tête. Bon, ça veut dire que vous allez comprendre l'autre, le tolérer. Et non pas dire, bah oui, il est impulsif. Non, il est impulsif parce qu'il est sanguin. Donc, et c'est une qualité. Il n'y a pas de mauvaise main. Il y a que des gens qui ne sont pas à leur place. Jean de Bonny de Lavergne, bienvenue. Main froide, légèrement potelée, mais douce, pas rugueuse du tout. La mienne, moite, grosse. La vôtre est rugueuse, oui. Oui. Ben, c'est ça que je voulais vous demander. C'est que là, elles sont chaudes et moites. J'ai travaillé dans le jardin tout l'avant-midi. Oui. Alors, elles ont subi la terre, là, puis les roches, puis tout le reste. Alors, elles ne sont pas comme habituellement. Vous savez, habituellement, elles sont douces, puis, tu sais. Non, elles sont comme habituellement. Ah ouais, parce même... que votre peau qui est épaisse, elle est dans la logique de votre tempérament, qui est un bilieu. Et les bilieux sont entreprenants, ils aiment bien les responsabilités. Ils aiment bien commander, diriger, organiser, etc. Et vous avez tout à fait la main de votre, je dirais, de votre capacité d'entreprendre. Donc, vous êtes plus porté à découvrir quelqu'un, non pas dans le regard, mais dans la main. Oui, en quelque sorte. Porter, peut-être pas. Parce que, je dirais, c'est plutôt féminin comme attitude. J'ai remarqué que les femmes remarquent toujours les mains des autres, et notamment les mains des hommes. Et que ce n'est pas une attitude masculine de penser à regarder les mains. Et moi-même, j'ai jamais eu l'habitude je veux dire, on pourrait dire, ah oui, quand j'étais petit, je regardais toujours les mains, c'est pour ça que je fais ce métier. Non, du tout. Donc je suis obligé de me dire, ah, il faut que je pense à regarder ses mains. Donc vous voyez, c'est pas un réflexe conditionné, ne vous inquiétez pas. Simplement, bon, il se trouve que par des formations professionnelles, maintenant quand je serre une main, j'ai l'habitude de penser, tiens, c'est une main chaude, tiens, c'est une main sèche. Mais c'est une déformation professionnelle, c'est pas un réflexe conditionné par l'enfance ou quoi que ce soit.
Donc, c'était d'abord une démarche philosophique Tout à qui fait. vous a amené dans le domaine de la chirologie, Job, Voilà, qui vous a ouvert les yeux. absolument. Alors maintenant, je vous laisse la parole. Vous êtes habitué de parler en public sur la chirologie d'ordre technique. Est-ce que vous nous accordez après, on ferait une pause, moi je suggère, parce que vous allez nous parler quoi, une bonne demi-heure? Oui, pour On moi. ferait une pause et après la pause, les gens pourraient revenir avec quelques questions. Vous et dire qu'il n'y a pas de livre encore à notre disposition. Non, il viendra à l'automne, si vous patientez un peu. Donc, le voyage au creux de la main viendra jusqu'au Québec pour que vous puissiez retrouver de façon, je dirais, plus longue et plus schématique encore tout ça. C'était très clair. Ce qui nous manque, c'est une bonne mémoire pour se souvenir de tout et de le mettre en pratique. Mais il faut que vous digériez d'abord l'aspect philosophique. C'est ça. Il faut que vous intégriez bien les notions philosophiques. C'est qu'après qu'on peut passer à la technique. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut être conscient des notions philosophiques que je vous ai données. Le reste, c'est d'une facilité étonnante. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien de tarabiscoté. Je vous ai dit, quand une ligne est droite, c'est la rigueur. Quand elle est arrondie, c'est la rondeur. Le chêne et le roseau. Vous voyez, il n'y a rien de tarabiscoté. Donc, il n'y a pas de mémoire. Donc, il faut commencer par avoir la philosophie. Après ça, la technique, c'est rien du tout. Pendant la pause, je vous demanderai de ne pas agresser notre ami pour... pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dans ma main puis tout ça? Laissez-le faire sa pause tranquille. Et après la pause, si vous avez des questions à lui poser, il sera ici de nouveau sur l'estrade. C'est ça pour... De Rider, R-I-D-D-E-R, 75, ça c'est Paris, 014, c'est le 14e, Paris, voilà, et le téléphone, 545, 79, 02. Donc si jamais vous venez à Paris, je serai également à votre disposition. Vous pouvez me faire part de vos... Vous pouvez aider le musée de la main si vous trouvez des objets aussi intéressants concernant la main. Quelquefois, il y a sur les portes des petits objets de main pour taper, ou il y a toutes sortes d'ustensiles en forme de main. Il y aura aussi dans ce musée un endroit pour tous les objets qui sont en forme de main. C'est intéressant. Et puis, il y aura aussi une partie qui aura pour thème la main servante et créatrice de l'homme. Et je demanderai à des sculpteurs et à des peintres d'improviser sur ce thème et donc de livrer au musée de la main des œuvres sur le thème la main servante et créatrice de l'homme. Car la main à la fois a créé l'homme et elle lui permet de se créer. C'est intéressant. Les Grecs se sont toujours battus verbalement pour dire est-ce que l'homme a une main parce qu'il est intelligent ou est-ce que l'homme est intelligent parce qu'il a une main? Moi je dirais plutôt que c'est le deuxième cas, la deuxième hypothèse, car c'est la main qui a permis à l'homme de développer son intelligence. Et le cerveau lui a bien rendu, puisque la main, c'est un tiers des connexions nerveuses du cerveau. Alors que des fois, les gens me disent, mais pourquoi pas les pieds plutôt que la main? Et je dis, le pied, c'est pas un tiers du cerveau. Et le pouce, à lui seul, c'est 1/5. C'est pour ça que la volonté est si importante. Donc, si vous voulez des consultations, je vous donne déjà, disons, les impératifs dont j'ai besoin. C'est qu'il faut que vous soyez au moins disponible 1h30. Parce que je vous noircis automatiquement les mains, donc il faut prendre des empreintes. Il faut que j'ai votre groupe sanguin, c'est intéressant. Que j'ai une lettre qui explique un peu ce que vous avez fait jusque-là. Car je compare votre trajectoire et la trajectoire idéale qui aurait été la vôtre par rapport à votre main. Et puis, je regarde aussi le visage, donc il faut apporter une photo pour que je compare la photo à une époque donnée, la main, l'écriture. Voilà, donc ça c'est pour les détails pratiques. Et en général, je demande aux gens d'apporter une cassette pour enregistrer. Parce qu'il y a tellement de données que les gens me disent toujours on ne peut pas tout retenir. Donc vous pouvez réécouter à loisir la cassette. Alors nous voici maintenant à la période de questions avec Jean de Bonny de Lavergne. Pourquoi c'est de Bonny de Lavergne? Eh bien, c'est très simple. Ma famille donc vient d'Italie du temps des croisades. Et ça s'écrivait B-O-N-I. Et puis, donc, un de mes ancêtres est parti aux croisades.
Et puis en ce temps-là, ben, on partait pour 1 ou 2 ans, et puis quand on revenait, on n'était pas toujours désirable. Il avait été remplacé. Et donc il est venu en France s'installer en Limousin, c'est-à-dire du côté de Limoges. Et là, il s'est installé et il s'est marié avec une mademoiselle de Lavergne. Et c'est devenu de Bonny de Lavergne. Et sous Louis XIV, le I est devenu Y. Car tout ce qui était Y, c'était bien. Voilà. Et depuis, donc, je m'appelle de Bonny de Lavergne, c'est-à-dire de génération en génération. Et je pense que, justement, puisqu'on parle de ce chapitre-là, la noblesse a perdu justement un peu de son sens. La noblesse ne donne pas des droits, elle donne des devoirs. Et justement, à l'époque des chevaliers, le rôle de la noblesse, c'était de protéger les gens, c'était d'être des protecteurs, pendant que les autres s'affairaient à leur travail quotidien, c'est-à-dire cultiver la terre ou avoir une échoppe, etc. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens de la noblesse ont perdu cette optique de vue, et je pense que c'est important, et moi je le perçois comme le fait que je n'ai pas le droit d'être médiocre. Je n'ai pas le droit d'être en France, si un noble travaille dans une usine comme ouvrier, il va être encore plus méprisé que les autres parce qu'il n'a pas le droit d'être à ce stade-là. Donc la noblesse donne des devoirs, vous n'avez pas le droit d'être médiocre, vous avez le devoir d'aider les gens, de jouer un rôle de phare un petit peu. Vous, votre main, Oui. elle est de quel type? Alors j'ai la chance d'abord d'avoir une main tiède, ce qui me permet d'apprécier et les mains chaudes et les mains froides. Parce que souvent quand je donne des séminaires, c'est au début un peu problématique, car si je demande à une personne est-ce que sa voisine a la main chaude ou froide, il va me dire, ou elle va me dire, tiens, c'est chaud, puis si on demande à l'autre voisin, il va me dire c'est froid, parce que le point de départ est différent. Donc si on a des mains froides, il faut bien comprendre que toutes les mains vont paraître chaudes, donc il y aura des degrés de chaleur. Si on a des mains chaudes, toutes les mains vont paraître froides, et il y aura des degrés de fraîcheur. Par conséquent, et là c'est encore peut-être le degré de prédestination que j'avais pour ce métier, ayant les mains tièdes, je peux apprécier et les mains chaudes et les mains froides, et également les mains sèches et humides. Donc j'ai des mains qui sont ni chaudes ni froides, donc vous voyez à la fois en haut et en bas. Et je serai plutôt du côté bilieux nerveux parce que j'ai une peau qui est sèche, mais comme elle est ni fine comme le nerveux, ni rêche comme le bilieux, elle est un peu sanguine et lymphatique. Donc j'ai des 4 tempéraments. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire de la nature, c'est-à-dire du tempérament, parce que je peux être lymphatique avec les lymphatiques, sanguin avec les sanguins, bilieux avec les bilieux, et nerveux avec les nerveux. Donc les comprendre d'autant plus, percevoir quelles sont leurs exigences. Alors là, vous nous embrouillez un peu pas les cartes, on parle pas de cartes aujourd'hui, on parle de mains, puisqu'on avait l'impression de pouvoir camper chaque individu dans un des 4 types de tempérament. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est plus compliqué que ça, au sens où si on est bilieux sanguin, on va pouvoir être bilieux dans son travail et sanguin dans ses loisirs, ou le contraire, et que suivant les empreintes que l'on aura sur chaque doigt, on va être plus bilieux dans une activité, plus sanguin dans une activité, ou si on est bilieux nerveux. Bon, donc on va comprendre comment un bilieux s'exprime. Par exemple, un bilieux pur, mais qui aurait des empreintes digitales de sanguin, sera un organisateur au fond de lui-même, mais il va extérioriser un côté sanguin. Par exemple, Yolande Gagnon, qui a organisé un symposium, est une femme donc très bilieuse au fond d'elle-même, c'est-à-dire organisée, elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'est pas associable, elle n'est pas fermée dans une tour d'ivoire, elle sort de sa tour d'ivoire pour se sociabiliser, et elle a des boucles d'élan vers les gens, d'improvisation. Donc une fois que tout est bien planifié, elle se permet d'improviser. Mais ce n'est pas de l'improvisation pure. Donc là, on va comprendre comment les choses s'organisent. Les psychologues et les psychiatres devraient connaître l'ABC de la chirologie. Je pense absolument, parce qu'ils gagneraient un temps infini. Ils comprendraient pourquoi, si un malade est bilieux, ils mettent plus de temps à arriver à pénétrer au fond de sa psychologie, parce que justement, il se ferme plus, il essaye d'être plus invulnérable que les autres tempéraments. Donc effectivement, ça leur ferait gagner du temps, ça c'est indéniable. Croyez-vous que Jésus-Christ avait une main des 4 types? Ça, c'est une question. C'est intéressant puisqu'il y a une croix en plus. Mais si on regarde le visage du suaire de Turin, on a du mal à dire tiens, c'est un visage bilieux ou un visage sanguin ou un visage nerveux. Apparemment, on pourrait penser qu'il a les 4 tempéraments. Pourquoi pas?
qui serait l'homme universel et qu'il aurait l'harmonie et qui pourrait être tolérant avec chacun des tempéraments. Donc outre son côté, je dirais, humaniste et même amour divin, il pouvait avoir une tolérance humaine, puisqu'on est à la fois être et humain. L'être, c'est la spiritualité, l'humain, c'est le côté tempérament et concret. Donc, mais cela dit, il ne faut pas croire que s'il revenait, il serait forcément matérialisé et d'un tempérament type. Malheureusement, sur le suaire du Christ, le Christ a placé ses mains renversées. On ne peut pas voir l'intérieur de ses mains. Non seulement on ne peut pas voir l'intérieur, mais on ne peut pas voir le pouce, car il n'y a que les 4 doigts sur le dessin, tout simplement parce que comme on a enfoncé le clou à la base de la paume, quand on enfonce un clou à ce moment-là, le pouce rentre à l'intérieur. Un médecin français a fait des expériences sur des cadavres, donc c'est normal qu'on voit que les 4 doigts. Mais cela dit, c'est intéressant de voir que la main gauche est sur la main droite, et que la main gauche est la main du cœur, et que la main gauche est la main du cerveau droit, qui est le cerveau plus porté à la spiritualité. Donc ça peut être intéressant aussi. Et parlant du pouce, justement, sur tous les doigts, il y a 3 phalanges, oui. Sauf le pouce qui représente la volonté. Vous nous avez expliqué que chacune des phalanges était les 3 niveaux de l'être. Oui. Pour la volonté, aurait-on que 2 niveaux? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 phalanges dans le pouce, mais la 3e est intégrée à la paume. Donc il faut considérer que le monde Vénus, donc le monde de la sensibilité, procède des instincts, puisque c'est aussi la sensualité qui est là. Donc ici il y a les instincts. Après ça, il va y avoir, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important, la phalange de la raison, qui est donc l'intellectualité. Puis après ça, la phalange de la volonté, qui va être, je dirais, qui va tout chapeauter. Donc il y a aussi les 3 niveaux. Et dans un pouce, on regarde si la phalange de la raison est plus longue que la phalange de la volonté, ou le contraire. Donc c'est intéressant. Par exemple, si vous regardez un pouce et que vous voyez que cette partie-là, donc intermédiaire, la phalange intermédiaire, est très serrée, ça veut dire que la personne serre la vis. Donc elle est exigeante par rapport à elle et exigeante par rapport aux autres. Et c'est la raison qui serre la vis. C'est la raison qui est exigeante. Donc cette personne peut être exigeante par raison si le tempérament lui en donne le loisir, c'est-à-dire si c'est un tempérament raisonnable. Chez un sanguin, ce sera très rare que le pouce soit serré. Chez un nerveux, ce sera courant. Vous nous avez parlé des différents codes sanguins. On dit A plus, A moins, ou AB plus, AB moins. Alors que signifie le plus ou le moins dans le code sanguin? Pour l'instant, ça reste encore au niveau expérimental. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre si on pouvait mettre les plus d'un côté et les moins de l'autre en disant les plus sont extravertis, les moins sont introvertis. Ça marche pas. On a dit les plus ont une largeur de champ de conscience plus grande. Ça marchait pas non plus. Donc ça reste pour l'instant au niveau expérimental. On ne peut pas se servir du plus et du moins, donc je ne m'en sers pas. Cela dit, il faut savoir que le moins n'est que 10% par rapport au plus, donc c'est très rare. Donc là aussi, on a une difficulté. On ne peut pas dire de côté il y a les plus, de l'autre côté il y a les moins, parce que les plus sont tellement en plus que c'est difficile. J'ai vu une main levée là-bas, oui, monsieur. Je reprends la question de monsieur pour le bénéfice des gens qui ont l'enregistrement. Si quelqu'un est d'un type de tempérament et que son sang est complètement d'un autre type. Oui. Eh bien, si vous voulez, ça va être un critère complémentaire. C'est-à-dire, par exemple, comme monsieur a dit, si c'est un nerveux qui a un groupe O, eh bien, simplement, il va être moins nerveux que s'il était A. Ça veut dire que le groupe O ayant le goût du risque et le nerveux n'ayant pas le goût du risque, il aura un peu plus le goût du risque que la moyenne des nerveux. Donc c'est une composante supplémentaire. C'est-à-dire, par exemple, aussi les nerveux ont généralement les cheveux châtains et fins. Il peut arriver qu'il y ait des nerveux qui n'ont pas les cheveux châtains et fins. Mais s'il a les cheveux châtains et fins, il y aura plus de chances qu'il soit nerveux. Donc c'est un des critères qui confirme le tempérament. Si tous les critères sont réunis, c'est un pur nerveux. S'il y a un des critères qui ne correspond pas, à ce moment-là, ce n'est pas un pur nerveux, il va avoir d'autres composantes qui vont lui donner une multiplicité de dimensions. Mais levé là-bas derrière. Une spirale sur le monde Vénus, qu'est-ce que ça signifierait? Alors là aussi, c'est un domaine expérimental, c'est-à-dire qu'effectivement, on a observé que dans la paume, il y avait aussi des dessins
outre que les lignes, c'est-à-dire je vais prendre une autre couleur, vous pouvez avoir par exemple une boucle ici, ou une boucle entre l'annulaire et le majeur, ou entre l'annulaire et l'auriculaire. Vous pouvez avoir une boucle entre l'index et le majeur. Vous pouvez avoir une boucle sur le mont de la Lune dans ce sens-là, ou une boucle dans l'autre sens. Vous pouvez avoir effectivement un tourbillon sur le mont de Vénus, etc. Alors tous ces dessins-là, on essaye de les analyser. Certains, on leur a donné une explication. D'autres, on n'arrive pas encore. Notamment celle qui est entre le petit doigt, c'est-à-dire l'auriculaire et l'annulaire, c'est la boucle de la philosophie positiviste. Donc généralement, les gens qui ont cette boucle-là ont une capacité de voir les choses avec un œil optimiste, donc de voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Ceux qui ont la boucle intermajeure, auriculaire, annulaire, c'est la boucle de l'efficacité. Donc là, même s'ils sont velléitaires, quand ils sont motivés, ils sont d'une efficacité étonnante. Et la troisième, celle-là nous pose problème parce que dans les livres hindous, on dit que c'est la boucle de la grandeur d'âme. Alors comme je vous ai démontré que la grandeur d'âme n'est pas génétique, vous voyez que ça pose problème. Alors cette boucle-là, pour l'instant, on émet des hypothèses, mais je ne l'ai rencontrée que 2 fois sur 1000 mains. Donc elle est extrêmement rare, alors que celle-là, c'est dans 50% des cas, les deux. Mais celle qui est entre l'index et le majeur, je ne l'ai rencontrée que 2 fois. Donc on ne peut pas établir des statistiques importantes et probantes à ce niveau-là. On peut simplement se dire que ça doit avoir un rapport avec l'ambition et le sens du devoir ou le sens de la justice. Bon, ce n'est qu'au niveau des hypothèses. En ce qui concerne le mont de la Lune, la boucle qui est tournée vers l'intérieur est une boucle qui est tournée vers le passé. Donc c'est la mémoire émotive, la mémoire émotionnelle. Et quelquefois, quand la ligne mentale plonge dedans, comme c'est le cas dans le dessin que je vous ai fait, ça veut dire que la créativité vient se ressourcer dans la mémoire émotive, c'est-à-dire dans la candeur d'enfant, par exemple. Et quand la boucle est tournée dans l'autre sens, elle est tournée vers le futur. Souvent, il y a chez ces gens-là une capacité d'extrapolation ou des gens futuristes. Alors, en ce qui concerne le tourbillon, il peut y avoir aussi des boucles sur le mont de Vénus. En ce qui concerne le tourbillon sur le mont de Vénus, il faut considérer donc que c'est du domaine des instincts et de la sensibilité, et que si c'est un tourbillon, c'est un besoin d'avoir une sensibilité tour d'ivoire, c'est-à-dire un besoin de se protéger, d'établir entre les autres et soi une sorte de mur impénétrable, de manière à ce qu'ils ne viennent pas, comme des éléphants dans un magasin de porcelaine, mettre la pagaille. Donc ça correspond souvent à des gens qui sont extrêmement sensibles et qui ont besoin de se protéger. On remarque tout de suite qu'avec les explications que vous nous donnez, qui sont des détails dans le fond, votre livre, c'est un devoir de le publier le plus rapidement possible, parce qu'on va avoir toutes ces explications, j'imagine, dans votre livre. Oui. Parce que dans les livres de chiromancie, on entend beaucoup parler de termes comme les rameaux, les îles, oui, les grilles. Les grilles, les triangles, les étoiles, même les lettres d'alphabet. Vous donnez une explication à tout ça? Ben, vous savez, quand vous avez des lignes de partout, dans un sens, etc., il y a toujours une possibilité de trouver une étoile. Il y a toujours une possibilité de trouver un triangle. Alors, il y en a de partout. Toutes les lignes qui sont dans la main n'ont pas un sens. C'est simplement que, comme je vous ai dit, dans les mains des nerveux et des bilieux, comme il y a des lignes de partout, forcément, il y en a qui sont principales et il y en a qui sont secondaires. Alors, si vous lisez un livre, on va vous dire que ici, c'est la croix ou l'étoile de la célébrité, que ici, c'est l'étoile de l'ambition, etc. Enfin bon. Et que si vous avez un carré sur le mont de la Lune, vous allez sauver quelqu'un en mer. Bon. Si vous n'avez jamais été en mer, je vois pas l'intérêt. Bon. Alors, vous voyez, comme tout ça est anecdotique, c'est plus pour faire rêver les gens qu'autre chose. Et moi, je ne veux pas faire rêver les gens, je veux les rendre responsables. Par conséquent, je ne veux pas entendre parler ni de carré, ni d'étoile, ni de triangle, ni de lettres de l'alphabet. Tout ça, c'est du fatras chiromancien, il faut l'oublier. Parce que même si ça a un sens, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est anecdotique. Ça éclipse tout ce qui est important. C'est comme les gens qui veulent savoir ce qu'ils vont devenir par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'en Orient, on a déjà étudié la main? En Orient, vous avez donné tantôt des rapprochements avec des connaissances orientales quant à... Oui. Le problème, c'est que je parlais de l'Inde. En Inde, on appelle ça les palmistes, puisque ça vient de l'anglais palmistry. Et les palmistes sont à la fois des voyants et des philosophes. Donc en général, ils sont très lucides et très extra-lucides. Donc la main pour eux est souvent un support, et que quelquefois ils ont quelques données qui sont intéressantes, mais
c'est très discutable et en tout cas, c'est pas scientifique. D'autres questions? Quelqu'un demande pour la vie? Alors, vous venez d'entendre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur cette cassette VHS, un 30 minutes supplémentaire. Et le livre de M. Jean de Bonny de Lavergne s'intitule « Au creux de la main ». Malheureusement, je n'ai pas la maison d'édition. Peut-être qu'en communiquant avec un bon libraire, vous aurez plus d'informations. M. Jean de Bonny de Lavergne est retourné en France, là où il demeure maintenant.